Bonjour à tous, je suis Julie Griffoulière, directrice marketing et communication de G-Group Holding France. G-Group Holding France propose des solutions et services RH intégrés. Pour ce 4e épisode de notre série de podcasts, je suis accompagnée de Corinne Salguero, qui est consultante formation chez Axis Formation. Axis Formation, c'est l'une des marques de G-Group Holding. C'est notre organisme de formation intégré qui est référent dans les domaines de l'aéroportuaire, la sécurité, la propreté et la santé, mais également le développement personnel, et ce, quel que soit le secteur d'activité. Donc vous l'aurez compris, Axis Formation accompagne nos clients dans le développement des compétences de leurs collaborateurs par des actions de formation personnalisées. Aujourd'hui, dans ce JI HR Talks, nous avons souhaité aborder le handicap en entreprise, car Corinne est experte sur le sujet. En effet, elle a tenu son propre cabinet de conseil dédié au handicap pendant 12 ans avant de nous rejoindre, mais aussi parce que beaucoup d'entreprises se questionnent encore sur le sujet. Il en est de même d'ailleurs pour les personnes en situation de handicap, pour lesquelles il n'est toujours pas simple de le vivre et de l'aborder en entreprise. Nous allons donc aujourd'hui nous intéresser aux obligations auxquelles sont soumises les entreprises, mais aussi à la manière de favoriser le handicap en entreprise, la manière de le promouvoir et l'intégrer dans un objectif de développer une entreprise plus inclusive. Donc le contexte étant posé, n'attendons plus pour bénéficier de l'expérience et des conseils de Corinne, alors je vais l'accueillir. Bonjour Corinne. Bonjour Julie. Alors Corinne, peux-tu s'il te plaît te présenter et nous expliquer les grandes lignes de ton parcours ? Oui, bien sûr. Alors j'ai commencé ma carrière dans la grande distribution chez Gosport. Puis j'ai continué dans l'exploitation au sein d'une entreprise de sécurité qui malheureusement, après quelques années, a fermé et j'ai dû changer de trajectoire professionnelle. J'ai repris mes études et je me suis présentée comme ARH, assistante des ressources humaines. Pendant cette formation, j'avais une mission à faire pendant 9 mois auprès d'une entreprise et la loi du handicap venait de sortir. J'ai été très touchée par ce sujet et j'ai donc décidé de travailler ce sujet au sein de l'UPE 13 qui est le MEDEF dans les Bouches-du-Rhône. À l'époque, je devais sensibiliser les grands comptes de la région afin qu'ils répondent à l'obligation légale. Il y avait tout à faire. Cela m'a permis, dans un premier temps, de faire un état des lieux, puis de graviter au sein des institutions qui géraient le handicap, comme la GFIP, les Cap Emploi, le Pôle Emploi. Comme je vous l'ai dit, il y avait vraiment tout à faire. Les entreprises ne connaissaient pas la loi, elles ne connaissaient pas le handicap. Pour beaucoup, elles ne souhaitaient surtout pas avoir le handicap dans leur réseau et elles ne connaissaient pas du tout les institutions. Il n'y avait pas d'interface entre les structures qui s'occupaient du handicap et les entreprises. Du coup, ma mission a duré 9 mois et à la suite de ça, j'ai décidé de lancer mon propre cabinet sur le management du handicap et j'ai accompagné, donc, comme vous l'avez dit, pendant 12 ans les entreprises nationalement sur le sujet. Alors, j'ai formé des collaborateurs en entreprise à tous les niveaux, la direction, les services RH, les IRP, les collaborateurs. J'ai sensibilisé sur le sujet, j'ai recruté et j'ai aidé à maintenir en emploi les personnes en situation de handicap. Les 4 dernières années de mon cabinet, je l'ai dédié à une pathologie en particulier, le cancer. Ça me touchait énormément, donc j'ai voulu travailler ce sujet. J'ai créé un dispositif en France qui était unique, puisqu'il avait comme objectif de maintenir les personnes atteintes d'un cancer dans leur emploi. Puis Axis est venu me chercher. Ils avaient besoin de mes compétences. J'allais enfin travailler en équipe parce que la solitude me pesait un petit peu. Et j'ai donc accepté ce nouveau challenge. Bon, on est ravis de t'avoir avec nous, du coup. Quelle est ta définition alors du handicap, vu ton parcours ? Alors, elle se résume en 3 mots. Déficience, incapacité et désavantage. Je m'explique. J'ai une pathologie, j'ai un accident, il en résulte une déficience. Cette déficience va entraîner une incapacité dans mon travail et cette incapacité va créer un désavantage, ce que l'on va appeler le handicap. Pour être plus concrète, je vais vous donner un exemple. Je suis femme de chambre dans un hôtel. Malheureusement, on me diagnostique un cancer du sein, je me fais opérer et on me retire la chaîne ganglionnaire de mon bras droit. J'ai des difficultés à bouger ce bras pendant
pendant mes tâches de mon métier. Je ne peux plus les lever au niveau du miroir et au niveau de la salle de bain, par exemple. J'ai donc une déficience. J'ai ensuite une incapacité parce que par rapport aux autres femmes de chambre, j'ai un désavantage, je n'arrive plus à soulever mon bras. Je suis donc en situation de handicap. Par contre, j'ai la même pathologie, mais pas le même travail. Je pourrais ne pas être en situation de handicap. Je m'explique. Je prends toujours mon exemple de la personne atteinte d'un cancer du sein. J'ai effectivement une déficience, puisque j'ai été opérée. On m'a enlevé ma chaîne ganglionnaire. Par contre, je suis informaticienne. Je travaille tous les jours sur mon ordinateur, toute la journée. Dans ce cas-là, ma déficience n'entraîne pas d'incapacité car je n'ai pas besoin de lever mon bras. Je ne suis pas gênée, je n'ai pas de désavantage. Je ne serai donc pas reconnue travailleur handicapé. C'est très important de cette différence parce que deux personnes ayant la même déficience peuvent ne pas rencontrer la même difficulté. Ce qu'il faut savoir, ce qui est important au niveau de la loi, c'est que pour être en situation de handicap, il faut avoir un désavantage, mais par rapport à son poste de travail. Merci pour ces précisions, effectivement, c'est intéressant. J'aimerais savoir si tu as peut-être quelques repères chiffrés sur l'emploi des personnes handicapées en France, selon un peu le type, les spécificités, les niveaux de qualification et secteurs, pour nous donner une idée de ce que ça peut représenter. La France compte près de 12 millions de personnes en situation de handicap. 14% des personnes handicapées sont actuellement au chômage, contre 7,4% pour l'ensemble de la population active. C'est quasiment le double. Le taux d'emploi est de 36% pour les personnes handicapées, contre 65% pour l'ensemble du public. 11% sont des cadres, contre 20% pour le tout public. 38% ont un faible niveau de qualification, contre 30%. Comme tu le vois, Julie, il reste encore beaucoup à faire pour favoriser leur insertion sur le marché du travail. Oui, effectivement. Alors, est-ce que tu peux peut-être nous rappeler les obligations des entreprises en matière de handicap et surtout, quel est le pourcentage d'entreprises qui répondent à ces obligations ? Alors, on a quelques chiffres là-dessus. Toute entreprise de plus de 20 personnes ont l'obligation d'embaucher 6% de leur effectif total de personnes handicapées. Ça, c'est la loi. C'est valable aussi pour le secteur public. Si l'entreprise ne répond pas à l'obligation d'emploi, elle paye une amende qui s'élève pour chaque travailleur handicapé à environ 4 500 € par personne. Ce n'est pas rien. Malheureusement, le taux d'emploi des personnes en situation de handicap est seulement de 3,5% au sein des entreprises dans le secteur public. 3,5%. Un chiffre encore largement en dessous de l'objectif, donc de 6%, défini par la loi handicap. Cela fait 17 ans que la loi est sortie, on voit qu'il y a encore du travail à faire. Par contre, le secteur public s'en sort un petit peu mieux, mais reste au-dessous du taux demandé, c'est-à-dire un chiffre de 5,6% d'emploi. Et alors, donc, quels sont les freins des entreprises à accueillir des travailleurs handicapés ? Les freins, en fait, reposent en premier temps sur des préjugés. Alors, pour les managers, les personnes en situation de handicap sont moins compétentes, sont difficiles à gérer, notamment pour les personnes ayant un handicap psychique, sont moins performantes, sont prédisposées à l'absentéisme, sont en incapacité totale. Vous voyez des raisons malheureusement fausses qui empêchent les sociétés à faire le pas vers le handicap. Il y a même certaines entreprises qui vous disent que les locaux ne sont pas adaptés parce qu'elles sont au premier étage, en pensant que la personne handicapée est forcément en fauteuil roulant. Pourtant, seulement 4% des personnes handicapées sont en fauteuil roulant. 4%. En fait, il faut savoir que 80% des handicaps sont invisibles. Je dis bien 80%, ce qui est un chiffre énorme. Alors, on parle de quoi lorsqu'on dit handicap invisible ? Je vais vous donner quelques exemples. On parle d'épilepsie, d'arthrose, de diabète, de cancer, de sclérose en plaques, de lombalgie, des troubles 10, du traumatisme crânien, de la dépression, de l'insuffisance cardiaque, de l'insuffisance respiratoire, de la maladie de Crohn, des allergies. Vous voyez que le handicap est large et qu'il ne se limite pas au fauteuil roulant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Il y a un autre chiffre que je souhaite vous donner qui est très parlant car on s'aperçoit que le handicap concerne tout le monde. C'est-à-dire que 85% des handicaps surviennent au cours de la vie. C'est une personne sur deux qui sera confrontée à une situation de handicap durant sa vie.
Dans un deuxième temps, les freins, puisqu'on parlait des freins, reposent sur la méconnaissance du réseau d'insertion. Aujourd'hui, effectivement, le Pôle emploi, le Cap emploi, les sociétés d'intérim proposent des profils avec reconnaissance de travailleurs handicapés. Mais les entreprises ne le savent pas toujours. Là aussi, il va falloir communiquer. Un travail est à faire auprès du réseau, des collaborateurs et du public externe. Alors, on voit que les entreprises sont souvent démunies et ne savent pas comment s'y prendre. Alors, Corinne, quels conseils peux-tu leur donner ? La première chose, c'est de travailler sur les préjugés. Il y en a énormément. Pour cela, il faut que les managers soient formés, sensibilisés. C'est justement ce que nous proposions avec nos formations chez Axis Formation. Mettre en place une politique handicap, l'afficher, la rendre visible. Il faut communiquer sur le sujet, en interne comme en externe. Il faut arriver à banaliser le sujet tout simplement. Si on se place du côté des collaborateurs en situation de handicap, comment peuvent-ils aborder leur situation en entreprise et quels avantages peuvent-ils retirer en se déclarant travailleurs handicapés auprès de leur entreprise ? Oui, il faut d'abord comprendre pourquoi le salarié ne parle pas de sa situation. Tout simplement parce qu'il a peur. Il a peur de perdre son emploi. Il a peur d'être stigmatisé, il a peur de ne pas pouvoir évoluer, il a peur d'être isolé, il a peur de voir ses compétences dépréciées et de donner une image de vulnérabilité. Donc s'il a peur, Julie, il faut le rassurer. Et pour cela, il faut, comme je vous l'ai dit, précédemment communiquer, rendre visible sa politique handicap en interne comme en externe. Il faut que le salarié ou le futur salarié sache qu'il sera embauché pour ses compétences et que tout sera mis en œuvre pour l'accompagner humainement et techniquement. Ça, c'est le rôle du manager. Il faut qu'il sache que son handicap sera pris en compte. Je dis bien pris en compte et non pris en charge. Le manager n'est ni médecin ni psychologue. Si le manager est au courant que le collaborateur est en situation de handicap, il prendra en compte son handicap et il agira en conséquence. Alors comment ? Eh bien par exemple, il pourra adapter l'environnement et le rythme de travail, modifier l'organisation du service, redéfinir les besoins en ressources ou anticiper et planifier les absences. D'accord. Alors, j'imagine que au cours de ton parcours, tu as dû, et tes échanges avec les entreprises, quand même avoir des bonnes pratiques d'entreprises ayant des politiques volontaristes en matière d'intégration et de maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap. Alors, est-ce que tu peux peut-être nous en partager quelques-unes ou quelques qui pourraient intéresser notre public ? Alors, on parle justement, c'est assez d'actualité, mais le télétravail, par exemple, pour les personnes ayant des maladies chroniques invalidantes, est une bonne chose. L'alternance comme sas de sécurisation des parcours, le tutorat, l'accompagnement, mais aussi les rencontres, les salons, les journées de recrutement, la création d'une mission handicap au sein d'une entreprise et bien évidemment, je peux en parler, la formation, la sensibilisation des salariés le plus souvent possible. Effectivement. Mais alors, est-ce que tu as une expérience en tant que formatrice, là, pour le coup, qui t'a vraiment marqué sur le sujet ? Oui, alors justement, je vais encore parler de préjugés. Ce jour-là, le jour de la formation, après m'être présentée, puisque je faisais aussi des formations, j'ai proposé à chaque participant d'en faire autant et je leur ai demandé s'ils étaient venus volontairement. C'est important pour moi. Une seule personne m'a répondu non. Et durant la matinée, je l'ai vue très en retrait, ne participant pas, restant au-dessus de sa feuille, avec parfois quelques réactions plutôt gestuelles, un peu agacées. Cela m'a gênée car je n'aime pas que les stagiaires soient en retrait sans échange. Donc à la pause, je suis allée vers lui et je lui ai demandé ce qui n'allait pas car je voyais bien qu'il y avait un problème. Alors au début, il m'a dit que ce n'était rien, qu'il n'avait pas demandé à venir et qu'on l'avait obligé. Je lui ai donc demandé pourquoi il ne voulait pas venir et après quelques hésitations de sa part, il a fini par m'avouer que sa femme était tétraplégique et que tous les jours, en dehors de son travail, il devait s'occuper d'elle, ce qui n'était pas facile pour lui. Il a surtout, avec beaucoup de retenue, avoué que le travail lui permettait de souffler et qu'il n'était pas question pour lui d'avoir un collaborateur en fauteuil roulant. Voilà, ce fameux préjugé du fauteuil roulant. Je lui ai donc expliqué que le handicap était à 80%, je vous le rappelle, invisible, et que les PMR, les personnes à mobilité réduite, ne représentaient que 4%. Il n'en revenait pas.
il avait lui-même des préjugés, une méconnaissance du handicap, alors qu'il était lui-même confronté à cela tous les jours. Le reste de l'après-midi, il a participé et m'a remercié. Il allait pouvoir s'impliquer dans la politique de sa société. Belle histoire, je te remercie. Alors, les mentalités évoluent encore trop lentement, comme tu l'expliquais. Qu'est-ce que chacun d'entre nous peut individuellement faire pour faire évoluer l'inclusion au quotidien ? Alors, on parle d'inclusion aujourd'hui, mais il y a encore quelques années, on parlait d'intégration. Alors, je vais un petit peu m'arrêter là-dessus parce que c'est important de savoir un peu la genèse du handicap. Alors, qu'est-ce qu'on entend par intégration ? Avec l'intégration, c'était à la personne avec un handicap à s'adapter ou à se réadapter à la société, le plus souvent par l'intermédiaire des structures spécialisées. Ces structures visaient à rétablir ou à compenser les handicaps des personnes, qu'ils soient physiques, mentaux, intellectuels ou sensoriels. En fait, la société dans son ensemble ne change pas. Si elle espère s'intégrer, la personne handicapée doit se normaliser, faire l'effort de s'ajuster au système existant. L'inclusion, quant à elle, cherche prioritairement à transformer la société. Elle vise à lever les obstacles. Ce n'est plus à la personne à s'adapter, mais à l'environnement de changer. C'est important. L'inclusion de personnes en situation de handicap est un enjeu d'avenir pour le monde de l'entreprise. Il est non seulement un moteur de progrès, mais elle constitue également un levier de performance globale, inscrivant l'entreprise dans une démarche RSE. Elle présente des avantages conséquents aussi bien pour le salarié que l'entreprise. L'inclusion dans l'entreprise, c'est recruter des talents d'horizons divers. Le collectif est une force, la diversité une richesse. L'inclusion est donc un effort démocratique pour que tous les citoyens en situation de handicap ou non puissent participer pleinement à la société selon un principe d'égalité de droit. Cela commence par l'école, dès la maternelle, et cela doit se poursuivre tout au long de sa vie. En fait, le handicap doit faire partie de notre quotidien. Merci Corinne. C'est vrai que c'est pas l'intérêt du sujet qui manque. Malheureusement, il est temps pour nous de conclure. Je te remercie vraiment de ta contribution éclairée sur le sujet et surtout de ta générosité. J'espère que ton intervention aura permis à nos auditeurs de prendre conscience des enjeux liés au handicap et surtout de contribuer à faire évoluer les mentalités en mettant en œuvre certaines de tes recommandations. Alors, j'invite nos auditeurs, s'ils le souhaitent, à te contacter sur LinkedIn, s'ils souhaitent bénéficier de tes conseils et surtout de ton expérience, parce que j'imagine que tu seras ravi de pouvoir leur répondre. On sent ta passion et tes convictions sur le sujet. Donc, je te remercie à nouveau. Je donne rendez-vous à nos auditeurs en décembre. Alors, en décembre, ce sera un nouvel épisode qui sera cette fois-ci consacré à la mise en place d'une démarche QSE. Donc, encore merci Corinne. Merci à toi Julie de m'avoir invitée. Et c'était un plaisir. Et d'ici là, je vous souhaite à tous une bonne continuation. À très bientôt.